Nous avons constaté qu'un de nos compatriotes a une radio. Il est dans la communication, il a une radio. Et dès notre arrivée le vendredi, il nous a interviewé pendant 20 minutes sur sa radio. Et hier, notre réunion était retransmise en direct sur sa radio. Donc c'est une contribution extrêmement importante à la communication. Et hier, à la réunion également, nous avons découvert qu'il y avait une de nos sœurs qui a une ONG reconnue en France, reconnue par les autorités américaines et également reconnue en Côte d'Ivoire. Elle nous a indiqué qu'elle était capable de s'impliquer dans la communication, la sensibilisation. Je dois dire que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons sélectionné 10 organisations de groupements d'ONG, plus 10 ONG individuelles, pour couvrir l'ensemble du territoire dans le domaine de la révision de la liste électorale. Ces ONG vont parcourir l'ensemble du territoire pour parler à nos compatriotes, pour leur dire qu'il faut qu'ils aillent à la révision. Révision qui consiste pour que ceux qui sont déjà sur la liste électorale, et mon collègue l'a déjà dit, et qui souhaitent changer de lieu de vote, ils se présentent à la révision pour dire, bon, moi je votais à New York, maintenant je suis à Washington, je veux maintenant voter à Washington, et puis on fait le transfert. J'en profite pour répondre à la question de la toute dernière question. Non pas celle de Ben Fofana, mais celle de Diatou Sila, qui a perdu sa carte nationale d'identité et qui a sa carte d'électeur. Si vous avez une carte d'électeur, ça veut dire que vous êtes sur la liste électorale. Et vous devez pouvoir vous faire réviser, puisque dans le cadre de l'identification, tous les éléments qui sont sur la carte nationale d'identité en matière d'empreinte sont également sur la carte d'électeur. Donc, nous pensons même qu'avec ça, si vous étiez à Abidjan, vous aurez pu aller vous faire votre carte nationale d'identité avec votre carte, avec cette carte-là, puisqu'il suffit de l'introduire et on a tous les éléments pour pouvoir retrouver votre numéro de carte nationale d'identité. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, la communication, nous allons faire en sorte que, au niveau des États-Unis, nous espérons que la proposition va nous être faite par le président de la commission locale pour que nous puissions également engager, comme ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, engager une structure qui va un peu parcourir les villes importantes des États-Unis où il y a nos compatriotes pour les sensibiliser et pour les amener, parce que je vous ai indiqué que nous souhaitons atteindre 3 millions de nouveaux électeurs. Et évidemment, ceci ne peut se faire que grâce à la sensibilisation. Mais je dois dire que les responsables des partis politiques aussi doivent y travailler. Parce que si vous êtes le délégué du PDCI ici, il est évident que vous devez mobiliser les militants de votre parti pour que ceux-là viennent se faire enrôler. Si vous êtes le délégué du FPI, vous devez mobiliser vos militants, puisqu'ils devront voter pour leur candidat. Mais s'ils ne sont pas sur la liste électorale, naturellement, ils ne pourront pas voter pour leur candidat.
Donc c'est un travail qui doit être fait par nous tous, cette question de communication. J'ai déjà parlé de la presse, l'importance de la presse en parlant de cette radio. Si Fatoum était intéressé à aller travailler dans la presse, je lui ai dit tout à l'heure, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il va avoir une ouverture, l'ouverture des télévisions privées qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a eu la télévision au moins 15 ans avant le Cameroun. Au Cameroun, aujourd'hui, vous avez au moins 4 télévisions privées en plus de la télévision d'État. Au Burkina, vous avez des télévisions privées. Dans presque tous les pays en Afrique aujourd'hui, vous avez des télévisions privées, sauf la Côte d'Ivoire, où il n'y a que la télévision d'État. Mais les appels à candidature ont été déjà lancés pour ceux qui souhaiteraient créer une télévision, une radio privée. Les radios privées, il y en a beaucoup, mais une radio qui puisse faire aussi de la communication autre que de faire du zouglou, de faire de la musique toute la journée. Donc il y a des possibilités pour travailler dans la presse au niveau du pays. Madame Koné, bon, je transmettrai fidèlement votre message au président Youssouf Bakayoko, qui sera certainement très attentif avec préoccupation. Ce sont des préoccupations tout à fait justes. Nous le lui dirons. Nous dirons également au président de la République que vous souhaitez qu'il envoie ici des gens pour vous réconcilier. Et je crois que nous sommes un peu là pour ça. Parce que nous parlons, nous apportons un message de paix. Et ceux qui viendront vous réconcilier n'apporteront que le message de la paix. Tout ce qu'ils vous diront, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce que vous êtes tous d'un même pays, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. C'est ce message de paix que chacun de nous doit avoir. Cette volonté d'être avec l'autre et de ne pas être contre l'autre. Parce que la politique ne doit pas nous séparer. Vous êtes dans des pays hautement démocratiques où monsieur et madame sont dans des partis différents. Mais pourtant, ils mènent leur vie de couple sans aucun problème. Alors pourquoi nous, on doit rester à notre niveau de... Bon, je ne dirais pas comme d'autres qu'on n'a pas encore atteint la maturité pour la démocratie, mais il faut que nous montrons que les élections, ce n'est pas la guerre. Je sais que vous aimez tous le football ici. Quand la Côte d'Ivoire joue la Coupe d'Afrique, tous les soirs, vous êtes accrochés à votre radio ou à votre télévision. Quand la Côte d'Ivoire perd, ça vous fait mal. Très mal. Mais le prochain match, vous êtes encore là pour les regarder. C'est comme ça doivent être les élections. Je me suis présenté cette année contre M. Ouattara. Il m'a battu, mais je me prépare pour le battre la prochaine fois. Puis ça devient un jeu. Or, en Afrique, on dit que c'est l'année électorale. Alors, tout le monde a peur. Il y en a même qui disent, bon, moi j'ai évacué ma famille parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pourquoi on doit évacuer une famille parce qu'il y a des élections? Donc, c'est vraiment ce langage que les réconciliateurs vont venir vous parler. C'est le même langage que je vous dis. Mais croyez-moi, Madame Koné, je rendrai compte fidèlement de vos préoccupations. Bien, je crois que M. Ben Fofana, oui, M. Ben Fofana, merci beaucoup de nous demander de faire des efforts pour accomplir dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire notre mission. C'est ce que nous faisons tous les jours que Dieu fait. Vous savez,
quand vous êtes à la tête, ou même dans une organisation chargée des élections en Afrique, vous êtes parfois un homme à abattre. Donc nous sommes tout le temps dans l'insécurité parce que des gens pensent que nous sommes capables de les faire gagner ou de les faire perdre les élections. Mais ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. Parce qu'un individu au niveau de la commission électorale ne peut pas vous faire gagner une élection. Je suis sûr qu'il y a des militants du RDR dans cette salle, mais le secrétaire général du RDR, par intérim Amadou Soumaoro, a été battu aux élections municipales à Séguéla. Mais pourtant, c'est le RDR qui est au pouvoir. Mais la CEI n'a dit que les chiffres qui sont sortis des urnes. Ça, c'est incohérent. Il est parti, il n'était pas content. Il allait à la Cour suprême pour aller dire non à ses plaintes, machin. Mais la Cour suprême a dit la même chose que ce que nous on avait dit. Pourtant, je peux vous dire qu'Amadou Soumaoro, c'est mon frère, c'est mon ami de longue date. De longue date. Mais je ne peux rien faire pour lui. Dans le cas d'élection, je ne peux rien faire. Même le président de la République avec qui il travaille là, ne peut rien faire pour lui pour les élections. Donc celui qui vous fait croire que la CEI peut fabriquer des chiffres pour vous faire gagner, il vous a menti. Et nous sommes hautement conscients de cette responsabilité que la nation nous a confiée. Et nous ne ferons rien pour que les élections ne se passent pas bien. C'est pour ça que nous vous demandons de prier pour nous. Qu'on ne soit pas gagné par Satan comme d'autres l'ont été à un moment donné. Nous voulons rester lucides. Nous voulons rester lucides. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire nous préoccupe, comme tous les autres Ivoiriens. En tout cas, merci M. Ben Fofana. Qu'est-ce que doit faire, vous avez demandé, qu'est-ce que doit faire quelqu'un qui est sur la liste et qui doit aller à la révision? C'est très très simple. Si la révision arrive, que vous avez voté dans le bureau de la rue de l'avenue 125, si vous ne voulez pas changer, vous restez chez vous à la maison, vous ne bougez pas, c'est fini, vous êtes déjà sur la liste. Après, on va vous fabriquer une nouvelle carte d'électeur, puisque vous avez tous vos éléments déjà dans la base de données. Vous ne vous déplacez pas. Mais par contre, si vous voulez changer de bureau de vote, vous allez à la révision, vous dites, bon, moi je veux changer de bureau de vote, puis on prend ça en compte. Pour ceux qui sont déjà sur la liste, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est ceux qui ne sont pas sur la liste qui sont obligés d'aller se faire enrôler, faire prendre leurs empreintes digitales, leurs photos, pour rentrer dans la nouvelle base de données. Et ceux-là, bon, ce sont ceux qui ont eu 18 ans depuis la dernière liste et qui ne sont pas sur la dernière liste, ceux qui ont eu 18 ans. Les dames qui se sont mariées, qui ont changé de nom, qui étaient avant Fofana, qui sont devenues Madame Koné, elles doivent aller sur la liste et dire que maintenant, moi je suis maintenant Madame Koné, donc on va changer ça sur la liste. Et puis, bon, cette liste, vous savez que bon, ceux qui sont décédés, on doit les enlever de la liste puisqu'ils ne doivent plus y figurer. Voilà, je crois que j'ai répondu à tous ces programmes, mais je vais laisser la parole à mon collègue qui certainement va ajouter d'autres choses. Merci, Président.
c'est juste une ou deux choses. Je voudrais préciser parce que dans tout ce qui est ressorti comme préoccupation, c'est la CNI. Alors, ce que je voudrais dire, ce qui donne ce sentiment, c'est que dans le cycle précédent, c'était une opération couplée, c'est-à-dire l'enrôlement, pièce d'identité et puis carte d'électeur, c'était fait ensemble. Mais la précision, c'est que cette fois-ci, la CEI n'a rien à voir avec la fabrication des CNI, des cartes nationales ou leur édition, enfin, toute cette opération-là incombe à l'ONU. On n'a plus de rapport. Nous, tout ce qu'on dit, c'est d'indiquer la pièce qui est la bonne pièce pour qu'on puisse aller voter. Et comme on sait tous que c'est la carte nationale d'identité qui fournit les meilleures informations, qui atteste notre identité, nous à la commission électorale, nous avons dit c'est la carte nationale d'identité qu'il faut pour aller voter. Maintenant, comment le requérant fait pour l'obtenir le reste, ça c'est avec l'autre institution qui est l'ONU. Seulement, parce que si nous on dit qu'on vote par exemple avec le permis de conduire, il va s'en trouver des gens, des Ivoiriens qui vont dire ah mais voilà, c'est pour encore favoriser la tricherie, tout le monde a le permis de conduire. Donc pour éviter les palabres, nous on dit voici la pièce qu'il faut. Maintenant si c'est problématique, à ce moment tout le monde s'assoit. Puisqu'on voit que pour que la carte nationale d'identité sorte, c'est difficile. Il y en a qui ont perdu les pièces, il faut des audiences foraines. Vous êtes ici, je ne sais pas si au niveau du consulat, il y a l'opération, il y a d'audience foraine, si ça arrive ici, mais si ce n'est pas le cas, vous voyez que c'est difficile à vous qui êtes ici d'obtenir la pièce. Donc, mais ce n'est pas du ressort de la CEI. Mais quand la difficulté est là, on s'assoit maintenant et puis ensemble, partis politiques, pouvoir, CEI, et puis on décide quelle pièce il faut encore ajouter pour ceux qui n'ont pas la CNI pour leur permettre de voter. Parce que nous, notre souhait, c'est qu'on ait un taux de participation assez important, pour ne pas dire très 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 important. Mais des discussions sont en cours, ça je peux vous le dire. Mais comme ce n'est pas encore formalisé, on ne peut rien dire là-dessus, mais il y a des frémissements au niveau politique, au niveau du gouvernement, au niveau de la CEI, pour qu'ensemble on s'entende pour déterminer une pièce qui peut être fiable, pour qu'au cas où on n'a pas la CNI, on puisse présenter l'autre pièce. Donc ça va venir et vous aurez l'information là-dessus. Le deuxième axe d'intervention, et ce sera le dernier, c'est pour rebondir encore sur la réconciliation. Vous savez, on aura beau vous donner toutes sortes de discours sur la réconciliation, ce n'est pas ce qui va vous amener à vous réconcilier. La réconciliation, là, c'est un exercice au niveau du cœur de chacun. Voilà. Et nous, lui c'est un Koné. Voilà, moi je suis un Gogognon. Si vous êtes Ivoirien, vous savez déjà, je suis un Gogognon. C'est comme ça on prononce un Gauthier. C'est un Koné. Mais voici un Koné, un Gogognon. On a fait combien de 1000 kilomètres et puis on est venu, on est assis là. Je veux simplement vous dire, qu'à la CEI, là, nous on a fait notre réconciliation là-bas. Là-bas, là. Ce qui nous intéresse, comment faire pour donner aux Ivoiriens des élections qui ne fassent pas l'objet de troubles, de guerre et autres. C'est ça notre préoccupation. Et quand on est là, souvent même, quand un dossier vient, par exemple, un parti politique, son mandataire là même, il est plus dur avec son parti, parce qu'on n'est pas là pour ça. On veut réussir les élections. Donc nous, on a fait déjà notre réconciliation à notre sein. J'ai entendu des imams prier, un imam prier, un prêtre, non, c'est un évangélique, c'est ça. Oui, mais bon, alors,
on va aller dans ce sens donc. On va aller dans ce sens pour dire, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. C'est pas ce qui est écrit. Autant que cela dépend de toi, là, sois en paix avec tout le monde. Ça, c'est important. Ça ne vous fera pas mal. Demain encore, vous allez lui dire bonjour et à un moment lui-même, il va commencer à avoir honte. Et puis un peu. En Côte d'Ivoire, ce que je puis vous dire, nous on a fait pratiquement, on est en train d'avancer dans ce processus de réconciliation sans tambour battant. Ici là, ne vous trompez pas. Si vous croyez que nous on est en palabre encore là-bas et vous voulez faire notre palabre à notre place, alors vous vous êtes trompés. Nous on est en train de nous réconcilier tranquillement. Vous voyez qu'au sein même d'un même parti politique, déjà il y a les fractures. Mais ce sont les signaux de la réconciliation. Ça veut dire que ça ne forme plus de blocs. Il y en a qui veulent avancer, il y a d'autres qui veulent rester dans le nihilisme. Mais ça commence comme ça. Et puis progressivement, ceux qui veulent avancer, qui regardent à la Côte d'Ivoire, là, leur nombre va progressivement augmenter. Donc vous, ne nous tirez pas en arrière parce que nous, on fait des pas en avant. Faites de même ici à New York, parce que si vous le faites, ça va encore booster le processus au niveau du pays. Je vous remercie. Merci. Nous avons certainement deux personnes. Depuis longtemps. On se réunit. Sans toutefois lancer des fleurs, nous voyons que les PP aujourd'hui, celles des gens qui sont suivis par les Ivoiriens dans le monde entier. Vous pouvez faire vos recherches. Nous avons des fois jusqu'à 18 000, des fois près de 20 000 personnes par jour dans le monde entier. Nous voyons la télévision la plus prisée des Ivoiriens, pas seulement de New York, mais de tous les États-Unis. Et nous sommes invités aussi bien aux États-Unis qu'au Canada pour couvrir les activités de la communauté ivoirienne. Merci bien. Je ne vais pas aller davantage, je vais juste, sur ces mots succincts, vous présenter Ivoire TV. Merci beaucoup pour votre attention. Avec la permission de monsieur le vice-président, c'est pratiquement la dernière personne, ça fait une liste de 8 personnes. Nous allons finir avec le vice-président, va nous apporter des éléments de réponse. J'ai sa facture. J'ai déjà pris sa facture. Non, Vous attrapez le micro. Ok. Je tiens le micro. Bon, j'aimerais d'abord dire merci à nos autorités qui sont venues aujourd'hui nous éclairer. Et je suis Emmanuel Katinan. J'ai cru comprendre d'entrée que le but de votre visite aujourd'hui, c'était de nous présenter la CERD, la commission électorale. Les représentations diplomatiques. Bon, CERD, je vois ça. CERD. Alors, je suis bien curieux de savoir qui sont les membres de notre CERD local là et comment ils ont été choisis. Ensuite, j'ai l'impression qu'on fait, enfin, vous avez beaucoup insisté sur les 3 millions et quelques d'électeurs, de nouveaux électeurs, qui sont un peu un objectif pour vous. Bon, j'aimerais comprendre pourquoi vous faites une fixation sur ce chiffre-là et d'où vous sortez ces 3 millions. Sur quoi vous êtes basé pour vous donner comme objectif d'avoir 3 millions d'électeurs en plus? Je suis bien curieux de savoir d'où ces nouveaux électeurs-là vont sortir. Et ma dernière question s'adresse à M. Sourou. M. Sourou, j'aimerais bien savoir, et ça sera peut-être une opinion personnelle, mais est-ce que personnellement, vous pensez que cette CEI à laquelle vous appartenez, je crois les 17 membres de la commission centrale,
Est-ce que vous pensez que cette CEI, elle est premièrement indépendante? Est-ce que vous pensez qu'elle est équilibrée? Et est-ce que vous pensez que cette CEI-là est représentative de la Côte d'Ivoire? Et quand je dis représentative, j'inclus les 48% de personnes qui ont voté pour M. Laurent Gbagbo en 2010. Je vous remercie. Je dois remercier les délégations qui sont arrivées ici aux États-Unis pour nous informer de la commission électorale indépendante. Ma question est la suivante. Les élections dernières, je veux dire de 2010, on a dit à certains Ivoiriens qui sont de nationalité américaine de ne pas voter. Par contre, il y a certains qui ont voté. Alors je voudrais savoir cette fois-ci, quelle sera la position, quel est le rôle de ces Ivoiriens-là. Si, quand bien même qu'ils soient Ivoiriens, mais ils ont de nationalités différentes, est-ce que ceux-là sont inclus dans votre calcul? Et ma dernière question, c'est la suivante. Vous nous donnez, comme on appelle, un objectif très sincère, disant que les élections vont se dérouler dans de normes calmes. Je vous demande, au cas où cela n'arrive pas, quel est votre plan B, comme on dit aux États-Unis ici? Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que la dernière fois, la CIE n'a pas voulu reconnaître les revendications des autres. C'est ce qui a envoyé les histoires. Donc je demande, je suggère à la CIE, même s'il y a des revendications que vous ne trouvez pas sincères, mais comme on dit chez nous en Afrique, la maison de quelqu'un qui ment, il ne faut jamais le brûler, il faut casser. Donc donnez la chance à ceux-là afin que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire de paix. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, je ne pense pas que votre objectif trop sincère là, je ne pense pas que ça va être ce que nous voulons voir. Merci beaucoup. Je m'appelle Traoré Youssef. Je salue tout le monde ici présent et surtout ceux qui viennent d'Abidjan. J'ai suivi le recensement de 2010, des euros à la fin. Il y a beaucoup qui ont été recensés, qui ont été recalés pour le contentieux. Et on s'est appliqué à appeler ces gens, d'envoyer ce qui était demandé pour pouvoir fournir à CI. Et ces gens, ils ont envoyé les preuves qui sont bien ivoiriens. On a envoyé ça à CI et ces gens, ils n'ont pas eu les cartes d'identité et ni carte d'électeur. Je pense bien qu'on a attendu que ce qui a été recensé et que tous ces cartes d'identité étaient faits par la commission électorale et que les cartes d'identité ils étaient retenus là-bas parce que les gens n'ont pas été retenus. Parmi les contentieux, il y avait d'autres qui étaient dedans que tu n'as jamais voté en Côte d'Ivoire. Et alors, tu ne dois pas voter. Il y en a que ton pièce n'a pas été retrouvée, qu'on appelle ton numéro n'a pas été retrouvé dans le pièce, dans le listing là-bas, et que tu ne peux pas être éligible pour pouvoir voter. Ma question est que cette année, ces gens-là, comment ils vont être à position de leur carte d'identité pour pouvoir établir, enfin, remplir les devoirs de citoyenneté, parce que je pense bien que le carte d'identité était fait et on n'a pas reçu le carte d'identité. Si vous pouvez demander à ceux qui ont établi le carte d'identité pour vraiment nous donner ces cartes d'identité-là, ça nous fera plaisir. Et ce que je voulais dire, je vous remercie. Monsieur, mon nom, Nsekoune. Nsekoune. Je ne suis pas un revenant. Je suis de Diokwe. Je m'appelle Nsekoune. Mon prénom c'est Gaston. Gaston. C'est la même chose. Gaspard, Gaston. Merci.
Ma première question, le vice-président a dit que bon, il a parlé des réfugiés qui sont un peu partout au Ghana. Il dit que bon, après les élections, on va s'adresser à eux. Moi, je pense que avant qu'on fasse les élections, le gouvernement devait faire un pas vers ceux-là et aller leur dire que revenez et n'ayez pas peur, c'est votre pays. Quand quelqu'un gagne, ce qui ne veut pas dire que d'autres doivent fuir et essayer de les réconcilier pour qu'ils reviennent. Il ne faut pas attendre des élections, la fin des élections pour ramener les frères et les sœurs qui ont fui. C'est ma première suggestion. Deuxièmement, monsieur le président de la CEI qui a été reconduit, moi c'est lui qui est mon problème. Il était à la base de tous ces promos qui sont arrivés. Et vous êtes des gens aussi compétents, vous qui êtes là. Quelqu'un d'entre vous pouvait aussi être président de la CEI. Pourquoi la personne qui est aussi controversée reste toujours président de la CEI? Oh, la CEI, c'est quelque chose qui est très important pour un pays. Vraiment, ça m'inquiète. C'est mes deux questions. Merci bien. À propos d'émergence. Bien, bonsoir tout le monde, Excellence. Bonsoir à la délégation qui est venue d'Abidjan. C'est tout honneur que le vice-président même de la CEI et le secrétaire général même de la CEI soient là. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Merci. À vous avoir écouté, nous avons l'impression, et on peut le dire, que les choses vont bien se passer. Ça, c'est la première impression que nous avons. La manière dont vous avez expliqué, les exemples que vous avez donnés, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour vous, la commission électorale. Ce que je voudrais savoir, vous avez dit que Washington était la capitale, c'est pour ça que vous avez mis la direction là-bas, la capitale politique. Bon. Le problème, ce n'est pas trop ça qui nous intéresse, mais c'est la manière dont le processus qui a mené à désigner, comment ça s'appelle, un responsable. Bon, on ne sait pas trop comment est-ce que ce responsable a été désigné. Est-ce que c'est dans le cadre unique de l'RHDP qu'il y a eu consensus, ou bien c'est au niveau de tous les Ivoiriens? Maintenant, à New York ici, il aura certainement un bureau pour superviser les élections ici. Alors ce bureau-là, comment ça va se mettre en place? Alors est-ce que ce sera encore la même procédure que... Bon, je ne vais pas taxer. Est-ce que ce sera seulement au niveau de l'RHDP ou bien ce sera un consensus au niveau de tous les Ivoiriens? Parce que nous voulons que tous les Ivoiriens participent. Il faut que tous les Ivoiriens soient imprégnés dedans dans cette histoire-là. Maintenant, ma dernière question, c'est au niveau de la représentativité au sein de la commission électorale indépendante. Vous dites qu'il y a 17 personnes. Mais depuis un certain moment, avec l'arrivée du président, son Excellence Dramane Ouattara, il a mis un accent particulier sur l'intégration de la diaspora. Il y a aujourd'hui une direction effective de la diaspora ivoirienne. Alors, est-ce que au sein de la commission électorale indépendante, il ne peut pas avoir un représentant de la diaspora au sein de cette commission électorale? Je vous remercie. Jean-Pierre Oulaï, je suis de l'Ouest. Monsieur le Président, me voici ma question. Mais comme chez nous, à l'Ouest, on ne cache pas Ernie à sa belle-mère, je vous pose la question.
les forêts de nos parents qui ont été envahies. Quelle serait maintenant l'attitude envers vous pour que les parents reprennent la forêt? Je vous remercie. Bonsoir honorable invité, bonsoir chers Ivoiriens. Ok, moi j'ai seulement deux questions. Ma première question sera sur le côté de la sécurité. Vous avez dit que quand les élections approchent, certains Ivoiriens font évacuer leur famille parce qu'ils ont peur des élections. Quelle garantie vous donnez à ces personnes d'aller voter? Parce que faut pas quelqu'un va partir voter et puis il empêche de voter. Quelle garantie vous donnez aux Ivoiriens d'aller voter? Et ma deuxième question, vous avez dit que l'individu ne fait pas gagner une élection. Mais que fait le représentant du président à la CEI? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, la CEI, il y a des candidats comme Kakabe et Samara qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Ces personnes ne sont pas incluses à la CEI, sachant que le président est inclus. Donc je voulais savoir quel est le rôle du représentant du président de la République au sein de la CEI. Et les autres partis, les autres membres, les autres Ivoiriens qui veulent se présenter, est-ce que la CEI va se réformer encore pour qu'ils soient aussi inclus au sein de la CEI? Voilà ma question. Militaire américain, Ivoirien militaire américain spécialiste en bombes. Faut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le dernier journaliste. Merci chers invités, Monsieur Koné Sirou. J'ai une préoccupation par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est vrai que votre exposé me va droit au cœur. Vous êtes très rassurant. À vous entendre, tout va se passer parfaitement à 100%. Mais cependant, j'ai quand même une préoccupation. On a toujours dit, les mêmes effets, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il y a quelqu'un qui m'a précédé, qui en a déjà parlé, mais je vais encore lui emboîter le pas pour dire que la présence de M. Issoufou Bakayoko au sein de la structure vraiment me préoccupe beaucoup. Vu que ce monsieur n'a pas laissé de bonnes traces, quand même, disons-le ouvertement. D'emblée, vous avez dit que nous sommes venus là pour nous dire la vérité. Et nous sommes tous unanimes là-dessus que ce monsieur, pour la première fois, et s'il y a eu des milliers de morts, peut-être que cela provient aussi de lui, je ne l'accuse pas directement, mais de façon indirecte, il en est quand même responsable. Et quand vous mentionnez Houphouët-Boigny, le sillon qu'il a tracé, ce n'est pas vraiment pour voir les Ivoiriens mourir. Vous avez pris l'exemple sur le Nigeria, il y a eu 1000 morts, et votre souhait est qu'il n'y ait même pas un seul mort. Alors quand vous vous obstinez à maintenir M. Issoufou Bakayoko à la tête de la CEI, alors qu'il est décrié par tous les Ivoiriens, je dirais bien par tous les Ivoiriens, même si je n'ai pas un applaudimètre ou une mesure quelconque, mais je sais que tous les candidats aujourd'hui affichés le désavouent. Et moi personnellement, je le désavoue aussi, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela avant le jour J? Parce que l'Ivoirien soit du nord, du sud ou de l'est ou de l'ouest, nous n'avons plus envie de perdre un seul Ivoirien. Je vous remercie. Merci bien, Excellence, monsieur. Répondre. D'autres personnalités qui sont sur la table essaieront également de répondre à toutes vos préoccupations. Vous savez, quelqu'un a posé la question, le rôle du représentant du président de la République à la CEI. Je laisserai le soin à mon collègue de répondre à cette question. Quelqu'un a demandé comment ont été choisis les membres, c'est M. Emmanuel, de la CERD. Les membres de la CERD ont été choisis par les partis politiques. Je crois vous avoir dit dans mon exposé que la CERD est composée de 9 personnes. Il y a 4 représentants des partis de l'opposition et 4 représentants des partis du groupement parti au pouvoir et un représentant des ambassadeurs. Et ce sont les partis qui nous ont indiqué les personnes qui devaient les représenter au sein de cette commission. Et donc,
nous sommes venus pour réunir ces 9 personnes. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons souhaité qu'ils fassent au consensus dans la mise en place du bureau. Et je vous ai dit, je le répète, que leur discussion n'a duré que 10 minutes. Et 10 minutes après, ils sont venus nous proposer un président, un vice-président et un secrétaire. Et effectivement, le bureau comprend 3 membres. 10 minutes au bout de 10 minutes. C'est vrai, vous pourrez dire toujours qu'ils ne sont pas représentatifs de tous les Ivoiriens des États-Unis. C'est le reproche qui est fait à la Commission centrale, effectivement, également, qui a été fait tout à l'heure, qu'elle n'est pas représentative de tous les Ivoiriens. Mais malheureusement, il faut bien des gens pour organiser les élections. Et ces gens-là, ça doit être des Ivoiriens et non des extraterrestres. Ces Ivoiriens ont été choisis par leur parti politique. Ce n'est pas nous. Donc, ils se sont mis d'accord pour désigner un des leurs pour être leur président. Ce dernier aurait pu être des partis de l'opposition, mais il est du RHDP. Mais la vice-présidente est de l'opposition. Donc, tout le monde se retrouve dans ce bureau. Tout à l'heure, avant la fin de cette réunion, le président qui a été désigné par les pairs, par ses pairs, prendra la parole pour vous dire 2 mots sur son travail. Monsieur Emmanuel demande toujours si la CEI est indépendante, équilibrée et représentative de tous les Ivoiriens. Moi, en tout cas, je suis indépendant. Dans ma tête. Parce que j'ai prêté serment de faire avec honnêteté et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire le travail qui est d'organiser des élections. Et celui qui m'a mandaté pour le représenter à la CEI, depuis 4 ans que j'y suis, il ne m'a jamais appelé pour me donner d'instructions. Et je pense qu'il ne m'en donnera jamais, parce que pour me désigner là-bas, il me connaît. Donc vous savez, l'indépendance là, ça doit être dans votre tête. Et tous ceux qui sont à la commission électorale indépendante, aujourd'hui, ne reçoivent pas d'injonction de leur parti. Les décisions qu'ils prennent là-bas, ils ne vont pas consulter leur parti avant de les prendre. Autrement, ils n'avaient pas à prêter serment. Donc, chers amis, chers frères, nous estimons que quels que soient les Ivoiriens qu'on aurait mis à la CEI, il se serait trouvé des gens pour dire qu'elle n'est pas équilibrée. Mais je vous ai dit, en vous donnant la composition de cette CEI, je vous ai indiqué que Koulibaly Gervais, qui était le porte-parole du président Laurent Gbagbo, est à la CEI, il est vice-président. Je vous ai dit également que Dogo Alain, qui a été le dernier ministre de la Défense de Gbagbo, est à la CEI, il est vice-président. Mais alors, de quoi parle-t-on? Peut-être que vous aurez aimé que quelqu'un que vous aimez là-bas soit à la place de ceux-là. Mais malheureusement, ce n'est pas vous qui choisissez le représentant du FPI à la CEI. Monsieur Katina des Ivoiriens de nationalité américaine, vous savez, si vous êtes Ivoirien, que vous n'avez pas renoncé à votre nationalité,
Même si vous avez 10 autres nationalités, vous restez ivoirien et vous restez électeur. Sauf le jour où vous prenez un acte, vous faites prendre un acte juridique pour dire « je renonce à la nationalité ivoirienne ». Sinon, vous êtes éligible et électeur, vous pouvez aller vous présenter à la présidence ou à Côte d'Ivoire. Oui, vous dites si les élections ne se passent pas bien, quel est notre plan B? Mais nous, on n'a pas de plan B, puisque pour nous, ça doit se passer bien. Vous faites des plans B parce que vous ne croyez pas à ce que vous faites. Nous, là, on n'a pas de plan B. On doit organiser des élections apaisées, transparentes, ouvertes, inclusives, qui répondent aux normes internationales. Point barre. Oui, M. Youssouf Traoré, le contentieux qui a fait que des gens ont été recalés. Mais un contentieux, effectivement, est fait justement pour que les gens se prononcent. Mais évidemment, ce contentieux qui avait été ouvert avait tourné un peu au drame parce que des gens voulaient qu'on exclue de la liste d'autres personnes sans en apporter la preuve qu'ils ne sont pas ivoiriens. Parce que si vous dites que moi je ne suis pas ivoirien, c'est à vous d'apporter la preuve que je ne suis pas ivoirien. C'est pas à moi. Moi j'estime que je suis ivoirien. J'ai mes papiers, mon certificat de nationalité. Si vous vous estimez que je ne suis pas ivoirien, vous devez apporter la preuve. Malheureusement, on est resté dans des débats tout à fait stériles. Et comme il fallait aller aux élections, on a considéré que ces personnes-là étaient sur une liste qu'on appelait grise. Mais il n'y aura plus de listes grises, de listes jaunes, de listes vertes. Il y aura une révision. Des pièces seront indiquées pour se faire réviser. Si vous venez avec ces pièces, vous êtes sur la liste, vous êtes ivoirien. Parce que vous devez savoir une chose, et mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, mais peut-être que vous n'avez pas bien écouté. La CEI ne s'occupe pas des cartes nationales d'identité, ce n'est pas notre travail. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui délivre à ses nationaux des cartes nationales d'identité. La CEI est là pour organiser des élections sur la base des textes légaux, le code électoral, qui est voté par l'Assemblée nationale. C'est sur cette base que nous organisons les élections. Nous n'inventons rien. Donc, délivrer des pièces aux Ivoiriens, ça c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas notre affaire. Nous, on ne gère pas ça. Monsieur Point a parlé des réfugiés. Bon, tout à l'heure, je laisserai la parole à M. Ouattara, d'en parler. Mais j'estime que chaque jour que Dieu fait, le gouvernement fait un pas vers les réfugiés. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près, je n'ai pas les chiffres précis, mais au moins 3/4 des réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais il donnera des chiffres certains. Monsieur Kouassi, merci beaucoup, Monsieur Kouassi, parce que vous estimez que nous vous avons convaincu et vous pensez que les choses vont bien se passer. Mais votre problème, c'est la manière de désigner le président de la CEI. Et les membres de la CEI sont désignés par leur parti politique. Et puis les administrations, notamment, il y a la présidente de la République, il y a l'Assemblée nationale, le ministère de l'économie et des finances,
et le ministère de l'Intérieur. Et ce sont ces 17 personnes qui se retrouvent et qui élisent un parmi eux pour être le président. Le président de la CEI n'est pas nommé, ce n'est pas un poste nominatif, c'est un poste électif. Mais si les membres de la commission élisent quelqu'un, on ne va pas dire non, mais comme les Ivoiriens ne l'aiment pas, on ne veut pas de celui-là. C'est eux-mêmes qui estiment que c'est celui-là qu'il leur faut pour diriger leur institution. Donc, souffrez que ce soit encore M. Issou Bakayoko qui est là. Quoique on l'accuse des choses dont il n'est pas responsable. Vous savez, chers Ivoiriens, vous avez dit qu'on est là pour se dire la vérité. Mais Youssouf Bakayoko était président de la commission électorale indépendante. Les résultats ont été compilés dans les commissions électorales transmis au siège et validés par les commissaires. Mais comme je vous ai indiqué tout à l'heure, chaque candidat a un état-major. L'état-major reçoit les résultats de ces gens qui sont dans les bureaux. Et à un moment donné, certains membres de la commission électorale indépendante, connaissant déjà les résultats, ne voulaient plus poursuivre le travail de validation des autres chiffres qui arrivaient. Et la commission électorale a été envahie par ceux qui ne devaient pas y être, rendant impossible le travail des commissaires. L'insécurité totale s'est régnée à la commission centrale. Le président Youssouf Bakayoko a donc été exfiltré. Autrement, peut-être qu'il ne serait plus de ce monde. Mais vous savez, il y a un Dieu pour chacun de nous. Et quand votre jour n'est pas arrivé, vous ne partirez pas. Et les chiffres qui ont été donnés par le président de la commission électorale, ce sont les mêmes chiffres qui ont été donnés par le président du Conseil constitutionnel. Et reprenez les chiffres que le Conseil constitutionnel a donnés. Reprenez, il n'y a pas un point de moins. Mais qu'est-ce que le président du Conseil constitutionnel a fait? Après avoir donné tous ces chiffres-là, il a estimé que tel département, telle région, on doit les enlever. Mais pourquoi? Et la loi est ferme là-dessus. C'est pour ça que nos compatriotes doivent se référer aux textes qui régissent toutes leurs institutions. La loi dit que si le Conseil constitutionnel estime que les élections se sont mal passées dans une région ou même dans des bureaux de vote, ils annulent le scrutin et on reprend les élections. Alors comment peut-on annuler le scrutin dans 3 ou 4 régions et puis proclamer quand même un résultat? Donc, chers amis, chers frères, nous sommes entre nous. Accablons très peu le président Youssouf Bakayoko, qui n'a dit que les chiffres. Parce qu'un président de commission, il ne lit que les chiffres que les commissaires lui ont donnés. Lui, il n'invente rien du tout.
Et aucun commissaire ne vous a jamais dit que les chiffres que Youssouf a donnés étaient faux. Aucun commissaire ne vous l'a dit. Donc même quand ils ont essayé de déchirer les papiers, c'était pas pourquoi ils veulent déchirer les papiers. Donc, voilà en réalité, et c'est pour ça que vous ne devez pas estimer que la présence de Youssouf Bakayoko à la CEI doit poser des problèmes. Ça ne devrait pas poser de problème. Mon collègue est là, il peut vous le confirmer. Les décisions que nous prenons à la CEI, Youssouf Bakayoko, et tout se prend dans le consensus. Et quand il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Et la voix de Youssouf n'est pas supérieure à la voix d'un autre commissaire. Donc, je voulais vous dire de nous faire confiance. Parce que je ne le répéterai jamais assez, nous sommes soucieux comme vous de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un a parlé de la sécurité des élections. Avant de venir à cette mission, nous avons eu une grande réunion avec le ministre de la Défense et toutes les forces de sécurité, gendarmerie, police et forces armées et l'ONUCI pour la sécurisation du scrutin. Parce que le scrutin de 2010, il y a eu quelques problèmes dans des régions, mais où il y a eu les vrais problèmes, on ne dit même pas où là-bas il y a eu des problèmes. Il y a eu des zones où on empêchait les gens de voter, mais ça on ne le dit pas. Mais nous voulons faire en sorte que les élections prochaines, chaque Ivoirien puisse exprimer son suffrage sans entrave aucune. Et le ministre de la Défense nous a promis que dans 2 semaines, nous nous retrouverons pour qu'il nous donne le plan de sécurisation du scrutin. Quelqu'un souhaite la diaspora à la CEI. Bon, écoutez, vous savez, vous êtes pris en compte maintenant au niveau de la diaspora. Vous avez un ministre des Ivoiriens de l'étranger. Donc vos préoccupations doivent être posées au niveau de ces ministres qui est au gouvernement et qui peut faire remonter vos préoccupations. Mais comme vous savez que la commission électorale indépendante, c'est un travail tellement ardu, parce que pendant la période d'élection, nous on ne connaît plus de maisons. Nos nuits se passent au bureau. Alors, si vous devez abandonner votre travail pour aller passer des nuits à Abidjan, bon, ben, au retour, votre employeur peut vous dire, bon, mais écoutez, allez-y, continuez. Donc, il faut bien regarder. Il faut bien regarder si c'est faisable. Ah oui, Monsieur Jean-Pierre, oui, le problème que vous posez est un problème extrêmement important. Le problème des terres en Côte d'Ivoire. Un problème tellement important que le gouvernement en a fait un axe stratégique de règlement des conflits fonciers. Et aujourd'hui, il est demandé aux Ivoiriens qui ont des terres, des forêts, d'en faire un titre foncier. Vous savez, j'ai été surpris. Une fois, il y avait une grande zone entre Benjerville et Abidjan, où des gens, il y a un blanc qui faisait des fleurs. À l'époque, les fleurs marchaient très bien. Et j'ai été surpris de voir que dans les années 52, le blanc avait fait un titre foncier sur toute cette zone-là. Et c'est ce qu'on veut faire en Côte d'Ivoire. Pour que le paysan, le propriétaire terrien, qui a un titre foncier sur sa forêt, puisse aller à la banque. La banque peut lui prêter l'argent parce qu'il y a une garantie. Ça, on veut en arriver.
Vous avez vu le mont Péco, vous avez dit que vous êtes de l'Ouest, le mont Péco se trouve, je crois, là-bas. Mais on a pu déguerpir toutes les vandales, tous les voyous, tous les criminels qui étaient dans cette zone, on a pu les dégager. Et c'est un travail important. Et il ne faut pas aussi qu'on vende aussi facilement les forêts. Il ne faut pas qu'on vende aussi facilement les forêts. Parfois, il faut penser à vos enfants. Parce que vous n'avez pas pu le mettre en valeur, mais peut-être que vos enfants pourront le faire. Et c'est pour ça qu'il faut sécuriser les forêts maintenant en prenant un document du ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture fait une campagne intensive vers les producteurs de café, cacao, pour qu'ils prennent des titres fonciers. Donc c'est une question importante que vous soulevez et qui est une grande préoccupation au niveau de notre pays. Bon, j'ai déjà parlé de M. Thierry, voulait qu'on lui donne une garantie que les élections seront sécurisées. Je lui donne cette garantie aujourd'hui. Et nous nous donnons rendez-vous après les élections ici. Alors j'ai dit que je laisserai mon collègue répondre sur le rôle du représentant du chef de l'État au niveau de la commission. Il demande si les autres candidats auront des représentants. Non, la commission là n'est pas constituée en fonction des candidatures. Au moment où on constituait la commission, est-ce qu'on savait qui va être candidat? Alors si on doit modifier parce que Soro va être candidat ou bien parce que KKB va être candidat, mais M. Fofana va être candidat, mais attendez, on ne va plus s'en sortir. Ce qu'on demande à M. Fofana, comme il va être candidat, il a qu'à trouver 20 000 Ivoiriens pour le représenter dans les 20 000 bureaux de vote. Comme ça, ceux-là seront en train de surveiller dans le bureau de vote pour que ceux qui veulent voter pour lui puissent voter tranquille. Pour que quand le dépouillement va se faire, on ne puisse pas donner ses voix à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on lui demande. Et vous savez, pour avoir 20 000 représentants dans un bureau de vote, ben, c'est pas facile parce que c'est au moins 5 000 que vous donnez à chaque représentant. Sinon, la commission ne va pas être... Non, c'est fini ça. C'est fini, il n'est pas question de la récomposer. Monsieur Paulin, vous êtes très rassurant, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, c'est vrai, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La différence, c'est qu'il n'y aura pas les mêmes causes cette année. Oui, parce que mon collègue vous l'a dit, en Côte d'Ivoire, vous avez au moins 60 à 70% des Ivoiriens qui ont besoin de paix. Parce que la crise n'arrange personne. Donc les Ivoiriens ont soif de paix. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organisations qui se sont mises en place. La Commission nationale des droits de l'homme vient de mettre une structure en place pour aller parcourir la Côte d'Ivoire, pour sensibiliser les Ivoiriens, pour que les élections se passent bien. L'ASCAD, qui est une grande association des grands intellectuels ivoiriens, vient de mettre en place une organisation également pour sensibiliser les Ivoiriens. Notre collègue qui est enseignant fait partie nous représente au sein de cette organisation. Et beaucoup d'ONG aujourd'hui sont en train de travailler à la sensibilisation des Ivoiriens. Donc les mêmes causes qu'il y a, il n'y aura pas les mêmes causes cette année. C'est ce que je peux vous dire. Et comme je vous l'ai dit, on va vous donner les compléments aux réponses que je n'ai pas pu donner
Je vais d'abord donner la parole à M. Ouattara pour la question des réfugiés, et puis ensuite, mon collègue va intervenir. Je voulais juste rassurer le frère Gaston sur la question des réfugiés, pour n'est-ce pas lui dire que sur cette question, la dynamique avait été lancée et on a vu converger vers leur pays natal beaucoup de nos ressortissants qui s'étaient retrouvés qui au Ghana voisin, qui au Libéria. Mais vous avez suivi avec beaucoup d'amertume ce qui a frappé 3 pays de la sous-région, la maladie à virus Ebola. Par mesure de précaution, le gouvernement ivoirien s'est trouvé obligé de freiner le retour des réfugiés essentiellement qui devaient venir du Libéria. Et l'enjeu était la protection des Ivoiriens. Pas que nous n'avions pas besoin de ces Ivoiriens qui se trouvaient de l'autre côté, mais il fallait entourer leur retour d'un maximum de garanties pour, n'est-ce pas, préserver non seulement eux-mêmes leur vie, et nous aussi, nos parents qui sont au pays, leur vie. Et je crois savoir que la dynamique a repris. Il y a 2 semaines, la présidente du Libéria était à Abidjan et la question des réfugiés a été débattue. Et le président de la République ainsi que la présidente Hélène Diop-Sirleaf doivent, n'est-ce pas, se rendre à Guiglo pour réconcilier non seulement les populations qui y vivent, se rendre de l'autre côté de la frontière également, du côté du Libéria, pour aussi procéder à la réconciliation. Et nul ne doute qu'au bout de cette dynamique, il y aura une accélération du retour de nos frères qui sont malheureusement de l'autre côté. La même dynamique a été observée du côté du Ghana. Le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a beaucoup travaillé sur cette question. Et vous avez vu, venant du Ghana, beaucoup de leaders politiques qui sont rentrés. Et donc, c'est pour rassurer M. Gaston, pour dire que la dynamique est enclenchée, la dynamique va se poursuivre. Et comme le stipule la constitution ivoirienne, le président se veut fort pour faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne devrait vivre en situation d'exilé. Je pense que l'engagement est fort, l'engagement est pris et le gouvernement ivoirien y travaille. Je voudrais aussi revenir rapidement sur la question de la sécurisation, qui est un élément important. Comme l'a dit le vice-président, les élections sont vues, ou sont perçues, ou sont appréhendées avec beaucoup de hantise, avec de la peur par l'Afrique. Ce n'est pas une situation qui est propre à la Côte d'Ivoire, mais c'est une situation qui est propre à toute l'Afrique. Et donc le gouvernement, conscient de cette situation, est en train de prendre des dispositions par rapport à la sécurisation de tout le processus électoral. Et cet exercice, le gouvernement le fait en étroite collaboration avec l'ONUCI. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une réflexion des différents états-majors. Il s'agit de répertorier sur la base de ce qui s'est passé en 2010, quels sont les espaces où il y a eu de la violence, où il y a eu des velléités de violence, pour essayer de mettre en place une stratégie de sécurisation. Parce qu'on ne veut plus revivre ce qui s'est passé en 2010. Je voudrais, avant de terminer, féliciter New York. J'étais là à New York en 2010, j'étais le président du bureau de vote numéro 5. J'ai vu comment est-ce que New York a voté, dans la paix, dans la quiétude. J'ai vu comment New York a voté en toute démocratie. Je voudrais vous remercier et surtout dire au vice-président qu'il peut être rassuré, il peut transmettre le message
aux populations ivoiriennes que New York votera en 2015 comme elle a voté en 2010. Et ce pari, New York est prêt à le prendre. Merci Président, merci Excellence. Je crois que cette dernière liste-là soulève, c'est là, parce que c'est toute la crispation, c'est sur ces points-là. Et donc, je ne vais pas reprendre ce que le Président et son Excellence ont dit, mais comme on est là pour que vraiment, quand on part d'ici, chacun aura compris ce que l'autre pense, ce que l'autre est venu dire et vice-versa. Il est bon, et chez nous, les enseignants ont dit que la répétition est une vertu pédagogique. Je vais revenir sur certains points, mais partir de la sécurisation. Moi, je suis venu même avec mon kit. C'est-à-dire le même jour, c'est ça qui a retardé notre venue ici. On devrait venir quitter Abidjan le 29, mais comme on avait la réunion sur la sécurisation du processus électoral qui devrait se tenir le jeudi 30, alors le président a demandé aux 4 vice-présidents et au secrétaire permanent et à la porte-parole de rester pour prendre part à cette rencontre. Et au cours de la rencontre, les discussions ont porté justement sur la sécurisation du processus électoral. Le ministre de la Défense était là, et puis tous les hauts commandements des forces de défense et de sécurité nationales, mais aussi l'ONU, nos partenaires internationaux, ils étaient tous là. Et à l'occasion, justement, le président de la sous-commission sécurisation, M. Dougou Alain, a présenté nos besoins. Les besoins de sécurisation des locaux. Il y a eu besoin de sécurisation des convois logistiques, sécurisation des lieux d'affichage des listes électorales provisoires et définitives, sécurisation de la campagne électorale et des candidats eux-mêmes, sécurisation des lieux de vote, sécurisation de la transmission des données, sécurisation du dépouillement et proclamation des résultats, la question des dozos, la question des candidats déclarés en dehors de la période officielle. Tous ces problèmes-là ont été passés en revue, et ces grands commandements ont dit qu'ils vont s'entendre et puis ils vont sortir un plan de sécurisation qui est unique. C'est-à-dire tous les commandements vont se mettre ensemble, discuter en fonction de nos besoins et puis sortir un plan de sécurité. Certainement qu'ils mettront même un état-major unique pour diriger ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question qui nous préoccupe tous et nous veillons à ce qu'on aille à ces élections-là le cœur tranquille. Pour revenir à quelques... Vous voyez, quand j'entends certaines questions, quand j'ai mal au cœur, j'ai vraiment mal au cœur parce que je crois, quelqu'un l'a dit, faute de connaissance, on périt. Voilà, faute de connaissance. Mes enfants périssent, pour bien dire la chose, faute de connaissance. Et en Côte d'Ivoire, on manque de connaissances. C'est-à-dire, on n'est pas informé sur les sujets et on prend ça comme ça et puis on brandit, on croit détenir la vérité et on s'engage dans des combats terribles même, au péril même de notre vie. Vous voyez, moi je me considère comme un sachant. Et comme je suis un sachant, je suis embêté. Quand j'entends des choses comme ça, je vois qu'il y a problème. Les frères, les sœurs s'engagent dans des choses dont ils ignorent totalement tout. J'étais membre de la première commission électorale en Côte d'Ivoire en 2000. Elle était présidée par Honoré Guié. J'étais membre de cette commission centrale. Il s'est passé beaucoup de choses.
quand on parle du représentant du président de la République, déjà là, il y avait un représentant du président de la République. À ce moment, c'était Gueye. Gueye était représenté dans la commission par le commandant du palais présidentiel, le colonel Alain Noël Dablé, qui était avec nous. Donc ça ne date... La commission, là, c'est des discussions entre partis politiques et pouvoir. Mais la commission actuelle, là même, puisque c'est une commission qui a été mise en place à la suite d'une crise que le pays a vécue, mais dis donc, il a fallu des discussions intenses. Il y a eu un cadre, vous le savez bien, qui a été créé, un cadre de discussion qui a été baptisé CPD, cadre permanent de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu beaucoup de discussions. Moi-même, j'étais dedans. Je travaillais dans une sous-commission où on a fait des propositions qui ont été présentées en plénière devant le Premier ministre entouré de ses ministres. Mais le gouvernement aussi, vous qui êtes ici, Américains et autres, dans la démocratie, le gouvernement a pris aussi à consulter le NDI. Le NDI aussi a suggéré beaucoup de choses pour qu'on aille vers ce format-là que nous avons aujourd'hui. C'est les partis politiques même. Au départ, le gouvernement avait sorti le chiffre de 13 membres. Le gouvernement ne voulait pas aller au-delà de 13, si vous avez bien suivi. Mais il y a eu les discussions jusqu'à ce qu'on arrive au chiffre de 17. C'est des discussions entre partis politiques, pouvoir et puis la communauté internationale. C'est ce qui a donné ça. Pourquoi le représentant du président de la République? Écoutez, il faut aussi que vous parcouriez nos textes. Le président de la République chez nous, là, il est tout puissant, il a tous les pouvoirs. Bon, donc dans la commission, s'il y a son représentant, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi. Quand vous discutez, au sein de la commission, vous avez discuté, bon, vous avez dégagé le budget. Mais comme lui, le président, il n'a personne là-bas, il va trouver, et puis c'est un économiste, celui qui est là maintenant, il trouve toujours excessif quand on parle d'argent. Mais si son représentant est dedans, que le représentant lui dit, ah président, là, nous, il nous faut de l'argent pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on met le représentant du président de la République. Pourquoi on met le représentant du ministre de l'Intérieur? Mais voyez-vous, on dit on est indépendant, quelqu'un a soulevé. Oui, on est indépendant, mais on n'est jamais totalement indépendant. Vous allez organiser vos élections là, à Fakobli, parce que ma soeur a dit qu'elle est de Fakobli. Mais à Fakobli, il y a le préfet. C'est lui qui a le pouvoir de police. Vous arrivez là-bas, vous prenez vos commissaires. Mais s'il y a des problèmes là, c'est lui. Vous n'avez pas les moyens de demander à la police ou à la gendarmerie de venir intervenir. Seul le préfet a ce pouvoir-là. Mais s'il n'est pas le ministre de l'Intérieur, n'a pas de représentant dans la commission, vous avez des problèmes. D'hier même avant de vous rendre à Fakobli, il faut que le préfet soit au courant, qu'il prenne les dispositions pour que tout soit sécurisé déjà. Même ceux qui ont les moyens d'information des populations, s'ils sont écartés, déjà que la chose, c'est eux qui avaient ça, vous leur avez arraché. Et puis, donc, ils voient ça d'un mauvais œil. Et puis, vous ne les impliquez pas. C'est compliqué. Quand même, nous, on va là-bas, là. On s'arrange pour qu'eux, ils soient contents, pour que le travail soit facilité. Hein? Voyez-vous ça? Le ministre de l'économie et des finances, dans les discussions, a son représentant. On va parler d'argent toujours. Eux, ils ont les... Quand on travaille sur le budget, là, c'est eux les techniciens. On a besoin d'eux. Pour ne pas être long, la commission a besoin d'appui technique. Ça, la toute première commission, c'était ça. Même le Bénin était dedans. Parce qu'on avait besoin de la cartographie. Et on a besoin de leurs compétences et tout. Donc, je le dis pour que vous sachiez à peu près comment cette affaire-là a été montée, pourquoi on a des représentants, présidents de la République. Ce sont des gens qui viennent pour appuyer parce qu'ils appartiennent. Quand on doit aller même à l'intérieur,
comme on a le DGAT, le directeur général de l'administration du territoire, déjà même lui-même, quand on écrit au ministre d'État qu'on va se déployer, le DGAT fait les TO au préfet, déjà tous les préfets sont au courant et puis on s'en va. C'est pour nous faciliter la mission qu'ils sont dans la commission. Je tenais quand même à vous apporter cette précision-là. Je reviens sur Youssouf Bakayoko. Ça me fait mal si je pouvais parler, mais je suis tenu par le devoir de réserve. C'est pourquoi je vais me taire, parce qu'on est en public ici. En 2000, vous avez vu ce qui s'est passé, si vous avez suivi. Mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ne croyez pas non plus que le mal, vous voyez, comprenez simplement que la commission électorale, là, son problème, c'est que les pouvoirs en place veulent toujours la contrôler. Et souhaitent que, ils pensent que, comme il a dit, que c'est la commission qui proclame, qui donne vainqueur et qui décide qu'un tel non. Et c'est ça l'erreur. Et c'est ça qui gêne le travail de cette institution. Sinon, techniquement parlant, c'est une commission qui travaille avec le... il a dit, prenez la décision de Yaoundé, Conseil constitutionnel, vous verrez. Et c'est pourquoi quand le panel de l'Union africaine des jeunes sont venus, ils ont dit à Yaoundé, mais la loi dit, mais quand la sincérité du vote n'est pas de mise, si tu l'as constaté, mais la loi dit, le code électoral dit, il faut tout annuler et puis reprendre, et quand les conditions sont réunies, pourquoi tu ne l'as pas fait? Vous avez tous entendu qu'il a lui-même, il dit que c'est le démon qui l'a possédé. Mais si le démon nous a tous possédés en Côte d'Ivoire, le problème, nous sommes possédés par le démon. Et comme nous sommes possédés par le démon, on va souffrir jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a le démon et qu'il faille qu'on travaille pour qu'on puisse se défaire de ce démon-là. Parce qu'on ne voit que la paille qui est dans l'œil, c'est-à-dire de l'autre, mais la poutre qui est dans notre œil là, on ne voit jamais. Nous, Ivoiriens là, c'est comme ça on est et c'est pourquoi on souffre. Non, donc le pauvre Youssouf Bakayoko, voyez-vous, non, Youssouf Bakayoko, une grande commission, ils étaient 31 dedans. Lui, quelle force terrible, si ce n'est pas la force d'un diable pour ça, n'imposer à 30 personnalités. Quand même, pourquoi on diabolise? Pourquoi on aime se diaboliser même dans ce pays-là? Non, il n'y a rien de tout ça. Et puis on dit oui, il est allé proclamer, qu'il avait un délai de proclamation. Il a 3 jours pour proclamer les résultats. Mais non, il n'y a pas un texte. Justement, c'est ce qu'on vient de corriger. Le code électoral n'a pas prescrit un délai de proclamation des résultats. Le code. Les 3 jours en question, c'est 3 jours que la commission électorale avait pour transmettre les résultats provisoires et toute la documentation au Conseil constitutionnel. Voilà, c'est tout. C'est maintenant là, justement, que nous avons demandé que ce vide soit comblé. Et que nous avons demandé qu'on ait maintenant un délai de proclamation. Et nous avons voulu que ce délai soit de 5 jours. 5 jours parce que moi, chez moi, à Sassandra, il y a beaucoup d'eau là-bas. Et il y a des gens, c'est pirogue qu'on prend. Et comme ils votent, et s'il y a une crue là-bas, pirogue là, c'est pas facile. Donc on a tenu compte. Le temps de demander que les gens qui ont voté là puissent appeler pour que en centrale on puisse demander à l'ONUCI d'apprêter un hélico pour aller prendre. Tout ça, on a voulu se donner les coudées franches. Donc c'est pour ça qu'on a demandé 5 jours. Maintenant là, il y a un délai de proclamation avec le nouveau code électoral qui est de 5 jours. Voyez-vous? Donc on dit c'est vraiment c'est gênant parce que je ne peux pas... Ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, alors pour ne pas que j'oublie la CERD, il faut qu'on précise, il a dit, oui, on dit CERD, c'est-à-dire Commission électorale de la représentation diplomatique. On a choisi 19 pays à l'étranger. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet des préfets.
Mais à l'étranger, c'est l'ambassadeur qui est le préfet. Bon. Si on prend la commission, parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs commissions à travers un seul pays. On n'a pas les moyens, les élections coûtent quand même cher. Et puis c'est tout un déploiement. Donc, on a une seule commission. Et comme ce sont de hauts cadres, vous êtes chez dans les grands pays de démocratie, vous êtes outillés. La commission est donc au niveau de l'ambassade, où l'ambassadeur, s'il y a un problème rapidement, il peut être saisi. Et donc on met la commission. C'est cette commission maintenant qui va travailler à superviser tout le boulot à travers les États-Unis ici, pour ne prendre que cet exemple. Là où il faut mettre des centres de collecte à Atlanta ou des bureaux de vote et tout ça, c'est eux qui vont faire ce travail-là. Et donc, c'est pourquoi on ne met qu'une seule commission électorale dans un pays à l'étranger. Mais comment les membres, il a dit, les membres là, c'est le parti politique qui désigne son représentant. Et puis l'ambassadeur désigne son représentant. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est les représentants. Quand le secrétariat permanent a la liste, là, les contacts, nous on appelle, on écrit d'abord à l'ambassadeur pour information, et puis nous-mêmes individuellement, on appelle chaque nom qu'on a sur la liste pour lui dire à telle date, nous venons pour vous installer, soyez là. Et c'est ce qui s'est passé. Mais même malgré ça, il y a des partis qui ont leurs représentants ici à New York et bon, qui disent qu'ils poursuivent le dollar, donc ils n'étaient pas au courant, ils ne sont pas venus. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ce n'est pas donc une affaire de suffrage universel ou je ne sais pas comment le dire. Voilà. Pour la CNI, on l'a beaucoup évoqué. Oui, je voulais dire un mot sur les réfugiés, si vous permettez, parce que les réfugiés, ces rencontres-là, je suis le point focal aussi au niveau de l'ONUCI. Donc l'ONUCI organise des rencontres sectorielles. Et je suis là-bas avec les femmes des partis politiques. Elles ont posé toutes les questions. Les jeunesses des partis politiques, la société civile, et ces questions-là sont revenues. Les réfugiés qui sont à l'étranger, qui sont partis, mais les pays qu'on a choisis là, mais ils peuvent aller se faire, est-ce que, puisqu'on leur demande de rentrer, mais celui qui ne se sent pas en sécurité, qui se sent bien là-bas, le jour où on fait les enrôlements là-bas, il va s'inscrire là-bas, il va voter là-bas, le problème est où? Mais malgré ça, on nous a dit, mais pourquoi vous n'avez pas retenu le Libéria? On dit qu'on n'a pas d'informations sur le Libéria. Parce que pour retenir un pays, il faut qu'on ait au minimum une population électorale de 300 personnes. Comme Libéria, on n'a pas les chiffres. Les chiffres qu'on a, c'est en deçà de 300. Donc on nous a dit non, il y a beaucoup là-bas, il y a les réfugiés. Donc faites en sorte qu'on puisse mettre une commission là-bas. On a fait le rapport à la commission, enfin en centrale, c'est une discussion qu'on va mener, demander à l'ambassadeur de nous envoyer les vrais chiffres, s'il y en a, et demander à nos compatriotes d'aller à l'ambassade de se faire enregistrer pour qu'on ait les chiffres. Donc on est tous conscients qu'il faut que nos parents, où qu'ils se trouvent, puissent voter. Donc chacun doit travailler à ça, on y travaille pour ce qui nous concerne. Maintenant, pour ce qui ne nous concerne pas, qui ne relève pas de nos prérogatives, on ne peut pas le faire. Donc voici la chose, je voudrais m'arrêter là. J'ai été long, mais c'est parce que je veux qu'on ne s'enferme pas dans des pièges inutiles. Ne nous laissons pas envahir par la rumeur. Cherchons la vérité et la vérité nous affranchira. Je vous remercie. Sur les discussions, moi, j'étais très intéressant parce que le travail que l'intégration de la fait, moi, j'espère avec facilité la tâche parce qu'ils ont répondu à beaucoup de questions. Je voulais connaître la politique en gros. Mam, dont je vais vous lire le nom, puisque nous constituons la CERD,
Je suis venu aujourd'hui pour me présenter à vous et vous dire que la CERD est en place et que nous attelons au travail déjà. Donc je voudrais vous citer les autres membres. Nous avons M. Balé Jean-Daniel de l'Alliance, Akanza Hugues de l'Alliance. L'Alliance est des groupements de partis d'opposition. C'est bon, j'ai arrêté là. Tout a été dit dans le bon ton, dans la convivialité. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça devrait être la Côte d'Ivoire. Nous sommes très très heureux de ces échanges que nous avons eus avec vous. Nous espérons vous avoir donné satisfaction et vous dire que nous restons à votre disposition parce que nous allons revenir au mois de juin et si vous désirez, nous allons nous parler encore. Tout à l'heure, nous allons demander au vice-consul de lever la séance, mais je voulais vous demander, chers frères, chères sœurs, que les élections, c'est l'affaire de tous. Et que chacun doit y apporter sa contribution, parce qu'à chacun à son niveau peut apporter quelque chose. Nous avons eu tout à l'heure un maître de cérémonie. Moi, j'estime que ce qu'il a fait, c'est sa contribution au succès de cette réunion. Tous ceux qui ont mobilisé tous ces mondes, c'est une contribution énorme qu'on ne peut pas quantifier. Tous ceux qui ont pris la parole ont contribué au succès de cette rencontre. Donc je ne voudrais plus être long, je voulais seulement vous souhaiter un bon retour chez vous, que le Seigneur vous accompagne et que notre pays, la Côte d'Ivoire, redevienne un pays de paix, un pays où la fraternité se vit, un pays où les mariages se font entre toutes les ethnies, un pays où chacun peut aller où il veut, quand il veut. Oui, c'est cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons et je sais que nous pouvons l'obtenir et nous devons l'obtenir. Je vous remercie. Écoutez, moi j'ai été très très heureux de cette rencontre parce que nos compatriotes se sont mobilisés fortement pour nous accueillir et pour nous écouter. Et cela nous a profondément touchés. C'est pour ça que nous avons tout fait pour être le plus honnête avec eux, pour être le plus franc avec vous. Parce que je pense que les Ivoiriens, on doit se dire la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est notre seul pays. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous avons le devoir de construire ce pays ensemble. Et c'est pour ça que je remercie les organisateurs de cette rencontre qui se sont mobilisés. Et je remercie nos compatriotes qui sont venus massivement nous écouter. Et nous souhaitons et prions pour que les élections se passent dans une ambiance fraternelle, apaisée et inclusive. Merci bien, monsieur le vice. C'est moi qui vous remercie. Right. Bonsoir, je suis Marie-Antoinette, je suis la vice-présidente de APAN. C'est une association de tous les Africains à New York et je suis aussi la vice-présidente de PDCI Renouveau. Je suis arrivée à la réunion et j'ai été très émue et contente de voir que le vice-président même de la commission électorale est là, est venu nous expliquer à fond
comment va se faire les élections, car comme tous les Ivoiriens, nous avons tous encore du souci sur comment va se faire les élections à Abidjan. Donc ils ont quand même pu nous convaincre qu'il y aura la sécurité et que tout le monde peut aller voter sans crainte de représailles. Et bon, on a eu des questions à poser et il les a répondu. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits.